Mon premier gros résultat, entre guillemets, ça a été, j'ai pu participer aux JO, aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020, où là-bas, je ramène une médaille d'argent. Après, j'ai pu aussi faire en 2021 les championnats du monde junior en Russie, qui étaient en Russie. Et du coup, là, je ramène une médaille d'argent en individuel et une deuxième médaille d'argent. Bienvenue sur Tout un sport. Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Ryder. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui, on va aller à la montagne, on va aller dans un sport qu'on n'a pas encore pratiqué, le snowboard. Et pour ça, j'accueille Margot Herpin. Bonjour Margot. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Tout un sport et comme le côté classique donc de son petit frère qui était avant Allez vas-y, on reprend cette idée de démarrer par un portrait chinois pour faire connaissance avec toi. Donc si je te dis la première question, alors je vais rappeler le portrait chinois, c'est je te dis un mot et derrière toi tu me dis le premier qui te vient à l'esprit. Et donc ma première question c'est si je te dis un lieu, quel est le lieu dont tu vas me parler? La neige, bien évidemment. D'accord. Je me sens bien dans les espaces ouverts et je me sens bien avec le blanc de la neige, donc la neige. D'accord. Et il y a un endroit particulier où il y a quelque chose pour toi, une station particulière? Oui, forcément, les Ménuires, c'est là où j'ai commencé le snowboard. J'ai commencé le ski d'abord, puis j'ai commencé le snowboard. Je monte aux Ménuires depuis que je suis toute petite. J'habite pas aux Ménuires, mais mes parents ont un appartement là-bas. Et D'accord. c'est la maison, quoi. C'est la deuxième maison. Ok, je comprends. On va développer tout ça, bien sûr. L'idée, c'est de commencer tout doucement à faire connaissance. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il serait plutôt salé? Et qu'est-ce que ça serait comme plaisir gourmand? Moi, ça serait plus salé, c'est le saumon. Mhm. J'essaye vraiment de limiter mes plats en consommation, mais c'est trop facile de mettre du saumon dans mes plats. D'accord, ok, donc toi, plutôt salé. Ok, et tu sais quoi, je m'attendais vraiment à un côté fromage parce que je peux te le dire en toute honnêteté, à chaque fois que je fais ce portrait chinois, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de raclette, de tartiflette, de fromage fondu, et pourtant, c'est pas toujours des gens qui habitent à la montagne. Donc tu vois, comme quoi c'est bien d'avoir cette opposition. Ouais. Ma question suivante. Si je te parlais d'une passion et ou d'un passe-temps, il peut y avoir deux choses différentes, de quoi tu me parlerais? Bah, bien évidemment, du sport en général, mais plus précisément Ouais, du snowboard. J'aime le snowboard en compétition, mais j'aime aussi et surtout le snowboard tout court, donc d'accord. le snowboard. Ok, très bien. Et pour mon dernier point du portrait chinois, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui t'a inspiré ou qui compte, et il peut y en avoir plusieurs, t'hésites pas. Moi, c'est Lewis Hamilton, le Mhm. pilote de F1. Il Ouais. m'inspire beaucoup. Il est beaucoup dans la remise en question, la motivation, etc. Et en tant qu'athlète et même en tant que personne dans la vie de tous les jours, ça m'inspire beaucoup et ça m'aide beaucoup. Ok. Et le côté, je dirais, calme, t'inspire aussi, parce Oui, qu'on sait que c'est un personnage plutôt, on va dire, zen, quoi. On voit pas trop ses émotions, donc. oui, la manière qu'il a de gérer les courses, de gérer l'adversité, c'est très inspirant, je trouve.
Ok. Alors, avant de rentrer dans ton parcours, avant de parler de ce qu'est ton sport et d'expliquer un peu le snowboard pour ceux qui ne sont pas des adeptes des sports d'hiver, et ce qui est mon cas, hein, bon, même si je m'intéresse à tous les sports, je pense que c'est important d'expliquer tout ça. Avant ça, moi j'ai deux questions. La première, ça va être si je te demande de me parler d'un souvenir, d'un moment, d'un exploit de sport que tu te souviens, enfin dont tu te souviens et qui t'a marqué en tant que spectatrice. Alors ça peut être quelque chose que tu as vécu toute jeune, mais ça peut aussi être, voilà, pour toi, l'un des plus grands moments de sport. Qu'est-ce que tu me dirais? Moi, ce qui me vient en tête comme ça, c'est en 2014 aux Jeux de Sochi, où j'étais encore Mhm, jeune, j'avais 11 ans. Je me mhm, souviens être au Ménuire devant la télé et avoir vu Pierre Voltier en snowboard cross qui a mhm. gagné la course, donc qui devient champion olympique, alors qu'il s'était fait les croisés quelques mois plus tôt, donc il avait pu ne pas se faire opérer et du coup il avait gagné la course avec un genou et demi. Et je trouvais ça très inspirant, cette capacité de résilience Mhm. et, et de combattre l'adversité. Ouais, et puis effectivement, alors je me souviens de cette histoire. Tu m'aurais demandé le nom, voilà, mais là, quand tu me le dis, tout d'un coup, il y a des commentaires qui reviennent en disant il a sa médaille d'or, alors qu'effectivement, comme tu dis, il avait que un genou et demi. Et effectivement, en plus, il y a un autre élément dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une question de choix. C'est-à-dire Oui, qu'il a fait le choix de ne pas se faire opérer, ça pouvait être un risque, il aurait pu le payer, etc. Et là, il l'a payé de manière positive, mais en tout cas, il a fait un choix. Et je pense que dans notre société, on a souvent tendance à pas vouloir décider, à vouloir rester au milieu, à pas aimer le changement. Mais là, en l'occurrence, bah, lui, il a dû décider. Et je pense que le sport, c'est un peu ça aussi. oui, totalement. Il a dû, il a vraiment fait un choix risqué parce qu'il aurait pu empirer son genou. Et au final, l'univers l'a récompensé. Donc, il a fait le bon choix. Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Mon autre question, là, cette fois, elle est plus toi en tant qu'actrice sportive. Quel est ton premier, alors soit ton premier souvenir de sport, soit l'un des souvenirs de sport les plus marquants qui peut avoir donné une importance dans ton parcours d'aujourd'hui? Moi, mon premier parcours de sport expérience de sport Mhm. qui m'a marqué, c'était ma première course. C'était une régionale au Grand Bornand. J'avais 8 ans Ouais, et, et le border, il était un petit peu gros pour moi. Et du coup, le départ du border était un peu compliqué. Donc, en border cross, on a des entraînements avant de faire la course. Et donc, ouais, aux entraînements, je faisais que tomber. Et, euh, et du coup, j'allais partir pour la qualif. Et mon coach de l'époque, Romain Brun, m'avait fait un peu de la prep mentale, m'avait dit, tu vas y arriver. Si tu penses que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas pas tomber. Et du coup, je suis partie pour mon premier run de qualification. Et j'ai passé le module qui était compliqué sans tomber. Je suis pas tombée dans le run. Et du coup, parce qu'au départ, j'arrêtais pas de me répéter, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et c'est là où je crois que j'ai découvert la force du mental, que le mental pouvait faire sur la réalisation et sur la performance sportive. ok, très bien. Bah, c'est un sujet dont on parlera forcément un moment. Avant de parler de ton parcours, effectivement, le snowboard, c'est pas forcément un sport qui est connu de tous comme on pourrait parler du football ou du rugby. Et donc, moi, je trouve intéressant que tu puisses nous expliquer quelles sont les différentes disciplines du snowboard, quelles sont les particularités. Là, tu vois, tu viens de parler de run, de border, etc. Je pense que c'est important aussi de peut-être définir deux, trois mots. Donc, je vais te laisser, parce que, encore une fois, je suis plutôt un novice, un spectateur, un observateur plus qu'un pratiquant. Donc, il y a certaines choses qui vont me parler, mais d'autres moins. Donc, je pense que c'est important que les spectateurs, enfin, les auditeurs et les auditrices, pardon, puissent comprendre un petit peu les différences qui existent. Donc, bah, je te laisse nous expliquer ça de manière la plus compréhensible possible pour monsieur et madame tout le monde, si on peut dire. Eh bien, le snowboard, il y a trois principales disciplines. Il y a le snowboard cross, qui est ma discipline. Il y a le slopestyle,
tout ce qui est freestyle en fait, parce que dans le freestyle, on divise en 3 autres sous-disciplines. Et ensuite, il y a le PGS, qui est le Parallel Giant Slalom. Donc, c'est du slalom. Et donc, dans le freestyle, on a le halfpipe. Donc, ça, souvent, c'est le U. On définit ça comme ça. Après, il y a le slopestyle avec les sauts et les rails, les barres en métal. Et après, il y a le big air qui est juste un saut. Et donc, moi, je fais du border cross. Et donc, le border cross, c'est un parcours où on part à 4 dedans, avec des virages relevés, des bosses, des sauts. C'est un peu, souvent, je fais l'analogie avec les courses de motocross, sauf que nous, c'est sur la neige, bien évidemment. Et, euh, et donc, on part normalement sur une compétition. On a donc des runs d'entraînement. Un run, c'est un passage, donc des runs d'entraînement. Ensuite, on a un run de qualification. En Coupe du Monde, il y a souvent 2 runs de qualification. Et ensuite, si on se qualifie, donc pour les filles, si on rentre dans le top 16, eh ben, on part en run de finale, donc quart de finale, demi-finale et finale. Et à chaque fois, c'est les 2 premiers de chaque poule qui passent pour le run suivant. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire, et pour essayer d'expliquer un petit peu peut-être avec mon œil novice, ça veut dire aussi que des fois sur des courses, on peut être la meilleure, mais on fait un mauvais départ ou on prend mal un obstacle ou un saut et on finit troisième et malheureusement, dès les quarts de finale, on peut être éliminé. Oui, Ça se joue à pas grand-chose. oui, c'est ça, c'est exactement ça, Mm. mais d'un autre côté, ça peut aussi arriver dans l'autre sens, Ouais. c'est-à-dire qu'on est troisième, quatrième tout le long du run, et dernier virage ou dernière ligne droite, ça tombe devant, et du coup, on se qualifie. Donc Ouais. ça peut arriver dans les 2 sens. Et souvent, le border, il y a souvent une phrase qui revient, c'est que c'est jamais fini, il faut s'accrocher jusqu'à la fin. Donc c'est pas parce qu'on est quatrième avec 20 mètres de retard qu'on ne peut pas passer pour le run suivant ou gagner la course. Mhm. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut tout donner jusqu'à la fin parce que la ligne d'arrivée, c'est à la ligne d'arrivée et c'est là que les résultats vont tomber et pas avant. Ouais, effectivement. Alors, tu as parlé tout à l'heure de force mentale et pardon. Tu as parlé de force mentale tout à l'heure et je pense que ça explique aussi pas mal de choses parce que la concentration, elle doit être là du début à la fin pour éviter la moindre petite chute qui ferait que de deuxième, tu passerais à troisième et t'es éliminé. Et pour illustrer ce que tu as dit, moi j'ai souvenir, alors je sais plus quels Jeux Olympiques c'était, mais j'ai souvenir de ski cross. Alors c'est un peu dans la même logique, hein, mais avec des skis, où en fait on avait 3 Français ou sur 5, je pense qu'il y avait 3 Français dans la compétition, dans le dernier run pour la médaille. Et il y a en fait il y a qu'un seul Français qui est médaillé troisième. Et tout d'un coup, il y a 2 chutes et les 3 Français finissent premier, 2 et 3 sur le podium. Donc ça illustre énormément ce que tu viens de dire, c'est-à-dire Ouais. que c'est difficile pour le favori parce qu'il doit rester concentré et la moindre erreur peut faire que lui perd une médaille. Et à l'inverse, celui qui est un petit peu l'invité surprise dans une course, il peut aller chercher une médaille inattendue. Oui, exactement. Moi, mon premier podium en Coupe d'Europe, j'étais quatrième tout le run. Donc je me disais, dommage, ma première finale en Coupe d'Europe, je vais finir quatrième avec la médaille en chocolat. Et dernier virage, la première tombe. Et du coup, bah, je finis troisième. Et bah, j'étais très contente parce que je suis restée debout. Mais ça tient à pas grand-chose parfois, oui. Ouais, et donc les gens se diraient ah ben on se réjouit d'une chute, mais en fait le deal dans ton sport, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi de rester debout et de faire le moins d'erreurs possible. Oui, c'est ça, totalement. Il faut aller Ouais. vite, mais il faut finir la course aussi. Donc, si on va vite, mais qu'on fait que 2 virages sur 6, bah, ça sert pas à grand-chose. Il faut vraiment aller vite et rester debout. Donc, c'est les deux. Ok. C'est un bon résumé. Maintenant qu'on a un peu expliqué les différentes disciplines de ton sport, et t'hésiteras pas s'il y a des choses à expliquer, moi j'hésiterai pas à te questionner si je comprends pas.
je te propose de parler de ton parcours, de nous expliquer ce qui t'amène du sport loisir, parce qu'on démarre tous par le sport loisir. Hein. À 6 ans, on n'est pas tout de suite en compétition. 6, 8, 10 ans, on n'est pas tout de suite en compétition internationale. Ce qui t'a amené à devenir athlète professionnel. Et puis, on va parler un petit peu de ce côté, les études et la carrière d'athlète professionnel, puisque, encore une fois, contrairement au foot ou autre, c'est des sports desquels on ne vit pas toute sa vie. Enfin, en tout cas, on ne gagne pas suffisamment d'argent pour en vivre. Et puis, tu nous parleras de ta situation actuelle, puisque tu es actuellement blessé. Tu nous expliqueras un petit peu la blessure, parce qu'elle fait partie de toi, elle fait partie du sport, elle fait partie des risques, entre guillemets, qu'on prend quand on a une activité physique, mais à rester chez soi, on s'ennuie aussi un petit peu, donc il faut prendre le risque, mais tu vas nous expliquer tout ça. Et on terminera, si tu es OK, par cette vision d'avenir des sports d'hiver, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de ces conséquences climatiques, donc tu nous expliqueras un peu tout ça. Mais avant, je te laisse commencer, nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à devenir une athlète professionnelle en snowboard cross. Tout commence par le fait que mes parents, en général, aiment le sport. Donc, ils ont commencé à aller skier. Moi, pas en montagne, j'habite près des montagnes, mais j'habite pas en station ou comme ça. Donc, mes parents ont commencé du coup, à avoir un appartement au Ménuire et à monter tous les week-ends au Ménuire et toutes les vacances scolaires pour skier au Ménuire. Et du coup, forcément, ils ont mis leurs enfants à faire du ski aussi. Donc, j'ai commencé le ski à 3 ans. Et j'ai un grand frère qui est 2 ans plus âgé que moi, qui s'appelle Guillaume, et qui est en équipe de France aussi avec moi. On fait tout pareil. Et du coup, lui, il a commencé à faire du snowboard. Et moi, j'étais la petite sœur qui veut faire tout pareil que son grand frère. Donc, Ça arrive jamais, ça, si? et donc, Guillaume a voulu faire du snowboard, donc j'ai forcément voulu faire du snowboard. Donc, j'ai commencé le snowboard à l'âge de 6 ans avec mon père, comme ça, tranquillement, sur les pistes des Ménuires plates. Et, et ensuite, à 8 ans, je suis rentrée au club des sports des Ménuires. Et donc, pourquoi on est rentré au club des sports? C'est parce qu'en fait, à la base, on voulait rentrer au club des sports de ski. Sauf que comme on n'est pas de la vallée, eh ben, le club des sports de ski des Ménuires ne nous acceptait pas. Par contre, le club des sports de snowboard nous acceptait. Du coup, mon frère est rentré au club des sports de snowboard. Et moi, j'ai voulu bien évidemment faire encore une fois pareil. Donc, je suis rentrée à 2 ans plus tard que lui au club. Et du coup, là, à partir de là, on s'entraînait que les week-ends parce que normalement, les autres, ils s'entraînaient aussi le mercredi après-midi. Mais nous, vu qu'on n'était pas en station, on s'entraînait pas. Et c'était des vacances. Les week-ends, c'était des vacances. On est avec nos copains, on fait que rigoler, on fait que des trucs fun. Et au milieu de ça, en saison, on commence un peu à faire les compétitions régionales par catégorie. Donc, on appelle ça, c'est le circuit Kids. Donc, il y a les catégories, il y a microbe, poussin, benjamin, minime. Et donc, je fais ça jusqu'à mes 15 ans. Donc, de mes 8 ans à mes 15 ans, je suis au club des sports des Ménuires à faire toutes les compétitions nationales et régionales Kids qu'il y a. Et ensuite, à 15 ans, nous, en snowboard, ça fonctionne comme ça. Soit on est pris en pôle espoir, soit on continue les régionales, mais vraiment, soit ça devient très sérieux, soit ça devient pas du tout sérieux. Donc ça, c'est pour D'accord. rentrer en seconde, quand on va avoir 16 ans. Donc moi, j'ai été Et, prise en... Oui. oui, alors, en fait, juste ma question, c'est quoi les critères qui font dire on rentre en pôle espoir? C'est les résultats, c'est le potentiel, c'est les deux? Qu'est-ce qui décide, entre guillemets, de basculer en pôle espoir? Est-ce que c'est aussi la volonté du sportif, forcément, ça, je me doute? Oui, oui, c'est tout, c'est la volonté du sportif. Il faut faire notre demande. C'est le potentiel et c'est les résultats qu'on a eus principalement les 2, 3 dernières années en circuit national Kids. Euh, et du coup, moi, j'ai été prise. Du coup, j'ai fait 1 an en pôle espoir.
Ensuite, j'ai été montée de groupe et j'ai fait 2 ans en groupe Coupe d'Europe. Et après, en 2021, à la saison 2021-2022, je suis rentrée en groupe Coupe du Monde. Donc ça, c'est le plus haut groupe qu'on peut avoir à la Fédération française de snowboard. D'accord. Donc c'était forcément un gros objectif et il a été accompli. Et du coup, ça veut dire qu'à partir de là, l'objectif premier, c'est de réussir des Coupes du Monde. Ça ne veut pas dire qu'on va pas refaire un peu des Coupes d'Europe s'il y a des trous dans la saison, mais Mhm. l'objectif premier, c'est les Coupes du Monde. Donc cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde junior espoir ou c'était une Coupe du Monde adulte entre guillemets? Non, c'est adulte. Oui, j'ai oublié de préciser, dans le snowboard cross, à partir de 16 ans et qu'on commence à faire des FIS, il n'y a plus du tout de catégorie. Donc ça fait FIS, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, et là, il n'y a plus du tout de catégorie. C'est pas comme d'autres sports, par exemple le ski de fond, où on peut avoir des U18, des U20 ou des U23, des trucs comme ça. Nous, c'est tout de suite senior. On peut avoir 16 ans et courir avec des gens qui ont 30 ans. Voilà. D'accord. Et quand tu dis des FIS, ça veut dire FIS, ça veut dire Fédération internationale de ski et snowboard. Donc, c'est des courses. Toutes les courses sont FIS, mais juste la FIS en elle-même, c'est une course qui n'est pas attitrée Coupe d'Europe ou Coupe du Monde. Donc, c'est des courses où peut-être il y a moins de top athlètes qui vont venir les faire, mais pas forcément. Voilà. Ok. Et quels ont été tes résultats marquants dans cette période-là pour qu'on comprenne un petit peu où tu en es, enfin qu'est-ce que tu as déjà accompli, pardon, et où tu en es en termes de potentiel. Euh, Moi, mon premier gros résultat, entre guillemets, ça a été, j'ai pu participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020, où D'accord. là-bas, je ramène une médaille d'argent. Mhm. Après, j'ai pu aussi faire en 2021 les championnats du monde junior en Russie, qui étaient en Russie. Et du coup, là, je ramène une médaille d'argent en individuel et une deuxième médaille d'argent en team event, parce qu'en fait, dans le snowboard cross, il y a une autre épreuve, donc il y a l'épreuve individuelle, bien évidemment, et il y a l'épreuve Mhm. par équipe mixte. Donc, le garçon part, c'est comme un relais, le garçon part, et quand il est arrivé en bas, la fille Mhm. part. Et du coup, moi, j'ai pu faire ça avec mon frère. Guillaume, Ah, et du coup, on super. a gagné une médaille d'argent ensemble. C'était vraiment un rêve de le faire. Quand on était petit et qu'on voyait ça à la télé, on voulait tellement le faire ensemble. Donc, c'était un rêve de y participer ensemble et de faire une médaille ensemble. Et Ok. ensuite, pour moi, ce qui représente le plus, entre guillemets, c'est je suis 2 fois championne d'Europe. C'est gagner le classement général de la Coupe d'Europe. Donc, je l'ai gagné en 2021 et en 2022 euh, avant de me blesser en 2022. Et voilà. Ok. Juste une question par rapport au rôle de tes parents. Tu as dit qu'ils aimaient le sport. Est-ce que ils avaient une pratique du sport particulière? Parce que c'est souvent la question que se posent les jeunes à potentiel et les parents des jeunes à potentiel. Ils se disent, bah, pour être sportif de haut niveau, il faut que les parents aient eu un environnement de sportifs de haut niveau ou autre. Tu as dit qu'ils aimaient le sport. Est-ce qu'ils ont été sportifs à un haut niveau ou juste ils aiment le sport et ils vous ont mis au sport? Non, pas du tout. Ils sont pas du tout dans le milieu de la compétition. Ils aiment juste D'accord. le sport. Ils font Hmm. beaucoup de sport. Et mon père, par exemple, il va faire 9 heures, 16 heures de ski sur les pistes et après, il va mettre les skis de rando et il va aller faire encore une rando. Donc, Ok. ils aiment vraiment ça tous les deux. Donc, Hmm. non, pas du tout milieu de compétition. Euh, Ok. Pas milieu de neige non plus. Mon père, à la Mhm. base, il est parisien, ma mère, elle est marseillaise. Mais ils D'accord. sont Ok. venus s'installer au milieu, donc en Savoie, et voilà. Ok, très bien. Bah, c'est une bonne précision parce que effectivement j'ai des fois ce genre de retour en disant bah, je me suis pas permis au début d'accepter d'être un sportif de haut niveau parce que j'étais pas dans l'environnement. Mon papa était pas sportif de haut niveau, ma maman non plus. Et au fond,
n'y a pas ce besoin. Et là, quelque part, c'est juste une culture du sport qui Ouais. vous ont inculqué, mais elle suffit à faire en sorte de... Autre question par rapport à tes parents. Là, tu viens de me raconter l'histoire de la médaille frère-sœur. Est-ce qu'ils étaient présents le jour de cette victoire? Non, parce que c'était en Russie, en Sibérie, donc ils n'ont D'accord, pas fait le déplacement. Mais d'accord. moi, la première réaction que j'ai eue en arrivant en Mhm. bas, je fais bien évidemment ce sport pour moi et rien que pour moi. Oui. Mais imaginons, je fais un bon résultat et mon frère sur la même compétition, il fait pas un bon résultat ou l'inverse, bah, j'ai toujours une pensée pour mes parents qui vont être contents pour celui qui a bien fait et un peu triste pour celui qui a pas bien fait. Et du coup, quand on est arrivé en bas et que j'ai vu deuxième, j'ai tout de suite dit à Guillaume, les parents vont être contents parce que je me Mhm. suis dit là, et on a tous les deux bien réussi, donc ils peuvent être que contents. Et c'est pas du tout dans une question de pression et tout, c'est juste dans Mhm. une question de... ils vont pas avoir de pensée triste pour l'un d'entre nous. Ah, c'est bien ce que tu expliques parce que ça fait aussi partie des choses, c'est que tu as précisé, c'est hyper important. Je pense tu fais pas du sport pour tes parents, pour ton frère, pour compenser ceci, pour compenser cela. Par contre, effectivement, tu as raison, quand on a deux enfants sportifs et qu'il y en a un qui réussit et l'autre pas, bah, c'est toujours difficile en tant que parent. Le Mhm. rôle est là très complexe. Et à l'inverse, quand vous gagnez, bah, effectivement, là, avoir cette petite pensée parce qu'on sait très bien que en tant que parent, il y a des sacrifices à faire et autres, et on est content du bonheur. Donc là, ça a marché comment le fait qu'ils soient pas là? C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que s'ils sont là, on partage tout de suite avec eux. S'ils sont pas là, eux à distance, il y a la frustration parce que je suis pas sûr qu'ils aient pu suivre la course en direct. Si, peut-être. Non, parce qu'en fait, il y avait la télé russe, mais Ouais, enfin, Eurosport ou d'autres chaînes de ouais, télé n'avaient pas racheté les droits. Donc, c'était d'accord. filmé, mais pas diffusé en France en tout cas. Donc, non, mais après, ils ont l'habitude parce qu'en Coupe d'Europe, c'est pas. À ce moment-là, on était en Coupe d'Europe, c'était pas filmé D'accord. non plus. Mais on était vraiment dans une. Ils étaient vraiment contents. Il y avait le live scoring sur Fizz, sur l'application. Mhm. Donc, ils ont vu, en tout cas. D'ailleurs, la veille, c'était l'individuel et il y avait eu les mauvais résultats. Enfin, le live scoring avait mal marché. Donc, moi, quand j'appelle mes parents et que je leur dis, papa, maman, je suis deuxième, et qu'ils me disent, non, non, t'es sixième. Je leur dis, bah non, je suis deuxième. Ils me disent, ah, bah, elle dit pas ça à l'application. C'était assez marrant parce que j'ai dû leur prouver que j'étais deuxième. Et, Ouais, j'imagine. non, ils étaient vraiment super contents de les avoir au téléphone. On les a pas tout de suite au téléphone quand même. On attend d'être revenus à l'hôtel, mais on envoie un petit message quand même. Et puis, bah, ils étaient vraiment très très contents. Soulagés aussi. Je pense qu'ils ont pas mal de stress les jours de compétition. Là, je le Ouais, vois cette j'imagine. saison comme je suis blessée, bah, du coup, je suis un peu plus avec eux. Du coup, quand je vois mon frère qui fait des compétitions, je les vois un peu stressés. Je me dis, bah, quand c'est nous deux, ça doit être quelque chose. Voilà. Ah, c'est bien, tu le vis malheureusement, hein, dans le malheur, tu vis des choses un petit peu différemment. Avant de parler de tes études, moi j'aimerais parler un petit peu de ce qui se passe quand on fait des sports d'hiver. Qu'est-ce qui se passe pendant la saison d'été? Parce qu'on sait que la neige est un peu moins présente. Il faut aller la chercher à d'autres endroits. Comment on fait? Est-ce que vous continuez à avoir accès à la neige ou est-ce que vous vous entraînez sur des choses différentes? Et si c'est le cas, comment vous gérez votre entraînement? Alors, la saison, elle se finit à peu près début avril. Euh, Mhm, Ça dépend des saisons, mais on va dire début avril. À partir mhm, de là, on a à peu près un mois et demi de vacances où bah, mhm, soit on retourne à l'école pour ceux qui font des études, soit on ne retourne pas à l'école et on est juste en vacances. d'accord. Ensuite, on reprend la préparation physique. Donc là, ça va être du vélo. C'est quelque chose assez tranquille quand même. À partir de Mhm, mi-mai, début mai, mi-mai, on reprend un peu le vélo, tout ce qui est endurance. Et ensuite, généralement, tout le mois de juin, on le passe sur Glaciers et Deux Alpes en d'accord. hiver parce qu'ils mettent à disposition pour nous un tracé de border cross. Donc, on peut D'accord. s'entraîner. On fait aussi du géant, enfin, pour travailler les courbes, etc. Mhm, Et des sauts. Et ensuite, à partir donc les 2 mois de juillet-août, on a quand même 2 semaines de vacances au milieu, mais on a les 2 mois d'été. On les passe au Centre national d'entraînement.
à Albertville. Donc D'accord. c'est enfin, c'est un grand bâtiment où on a nos salles de muscu, les salles de kiné, un gymnase, euh, tout pour nous, pour s'entraîner. Donc dedans, il y a les snowboarders, mais il y a aussi les skieurs, il y a les freestylers, Mhm. il y a plusieurs disciplines. Euh, donc là, on fait de la muscu, on fait du vélo, de la course à pied, on fait aussi des sports un peu différents, on fait des sports co, on fait de la boxe par exemple aussi. Euh, D'accord. donc on fait plein de sports pour essayer de compenser le fait qu'on fait pas de snowboard. Donc Mhm. pour, euh, pour travailler l'explosivité, l'endurance, la force, tout ça. Et ensuite, à partir de septembre, on retourne sur les glaciers. Alors ça peut être les glaciers d'Europe, en Italie, en Autriche, en Suisse. D'accord. Euh, mais par exemple, cette année, vu qu'il y avait vraiment pas beaucoup de neige, moi, je suis pas partie parce que j'étais blessée, mais Ouais. mon frère et le reste du groupe sont partis au Chili s'entraîner un mois parce que c'est là-bas D'accord. qu'il y avait de la neige. Et donc ça, c'est tout l'automne, on est sur les glaciers d'Europe en général. Et du coup, jusqu'à la première compétition qui d'habitude est début décembre. Et donc après, la saison de compétition de décembre à avril. Ok, bon, très bien. Merci pour cette précision parce que c'est vrai que souvent on manque de cet éclairage et on a besoin un petit peu de bien comprendre ce que vous faites. Et là où tu as raison, c'est que bah, souvent d'aller faire des sports différents, ça permet de continuer à travailler sur son énergie, sur le fait de faire un sport différent. Ça apprend aussi à dire tiens, je continue à travailler mon mental. Quand je perds, comment je réagis. Mhm. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, il y a un point qui est important quand j'ai des jeunes sportifs comme c'est ton cas. Comment on gère, comment on jongle entre le sport de haut niveau et les études. Et souvent, en plus, je suis assez... vous m'étonnez tous les uns les autres, hein. La plupart de ceux que j'ai eu des jeunes, c'est pas des petites études que vous faites, hein. C'est là en l'occurrence, si je me trompe pas, tu es en école d'ingénieur. Enfin voilà, c'est pas vous faites pas le truc genre pour dire je fais des études. Non, vous faites des études avec une volonté d'avoir un beau métier et tant mieux pour vous. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as jonglé, notamment bon, on va dire à partir du moment où ça devient important, on va dire à partir juste au niveau du bac et puis maintenant quand tu es en école d'ingénieur. Alors moi, je suis une année post-bac. Enfin là, je commence ma première D'accord. année post-bac. J'ai 19 ans, Ouais. mais j'ai pas redoublé de classe. C'est juste que Mhm. au lycée d'Albertville, donc c'est le lycée où généralement les snowboarders et freestylers et skieurs vont, Mhm. on fait le lycée en 4 ans au lieu de 3. On étale la scolarité puisqu'on est libéré l'hiver, tout l'hiver, pour Oui. les compétitions. Et par contre, on a école l'été. Et Mm. bah, du coup, pour les années post-bac, donc là, ça s'organise un peu pareil. Et il y a une adaptation de l'école qui est Ouais. incroyable. Là, je l'expérimente depuis 6 mois. Euh, je suis dans un cursus totalement différent. Donc déjà, pareil, j'étale la scolarité. Pour l'instant, je fais une année en 2 ans. Donc ça va me prendre un peu de Mhm. temps, mais bon, Ouais. voilà. C'est vraiment... J'ai des cours en fait à distance avec les profs. Je suis toute seule dans le cours. D'accord. Je lui envoie un message, je lui dis là je suis dispo, là je suis pas dispo. Donc c'est vraiment, j'ai les contrôles aussi à distance. Euh, et c'est surtout très réactif parce que là, du coup, que je suis blessée et que j'ai su que j'allais pas pouvoir faire de compétition ni m'entraîner pendant l'hiver 2023, et bien du coup, Mhm. je leur ai envoyé un message et du coup, j'ai demandé à venir en présentiel à l'école pour pouvoir avancer un peu plus vite. Et du coup, quand je reprendrai les entraînements, être libéré, être un peu plus libéré et un peu plus tranquille sur ce point-là. Donc c'est vraiment, je suis à Polytech Grenoble, à l'UGA, à l'Université Ouais. Grenoble-Alpes, et vraiment je les remercie beaucoup pour toute l'adaptation qu'ils font et ce qui rend possible pour les sportifs de haut niveau de poursuivre des études, euh, de ne pas mettre à l'écart les sportifs de haut niveau pour les études. Ouais, mais franchement, tu as raison de le souligner et bravo à eux parce que c'est pas toujours le cas. Maintenant, quand c'est le cas, bah, il faut le souligner et c'est très bien. Moi, ce que je veux souligner aussi de mon côté, parce que toi, tu vas pas t'auto-souligner, mais rien que le fait de déjà décider de faire le lycée en 4 ans au lieu de 3, ça veut dire qu'on pourrait se dire, bah, je perds déjà entre guillemets une année. Pareil sur ta première année de la faire en 2 ans. Et tout ça pour espérer
réussir, mais aussi des fois peut-être juste tenter d'avoir un palmarès en tant que sportif de haut niveau. Et je le répète parce qu'il y a des gens qui se disent mais oui, mais ils font ça c'est pour l'argent. Même quand vous avez une médaille d'or dans des sports comme cela aux Jeux Olympiques, ça vous amène pas la gloire, ça vous amène pas des millions d'euros ou des milliers d'euros, même malheureusement pour vous, parce que des fois vous le méritez vu tout ce que vous avez donné. Donc c'est important de le rappeler à chaque podcast que je fais avec des jeunes, c'est de dire c'est un choix très marqué, qui est tout à votre honneur et qui fait que quand il y a une médaille d'un Français sur un podium, on peut remercier les écoles quand elles jouent le jeu. Mm. Des fois, c'est pas toujours le cas, donc il faut le dire, dans ces cas-là. Et puis, il faut remercier aussi le sportif d'avoir accepté de dire à un moment, je vais représenter mon pays et je vais, entre guillemets, je vais me mettre un peu en difficulté par rapport à ma carrière. Et donc, je termine mon explication parce que je trouve que ça a de l'importance. C'est moi, vraiment, j'insiste auprès des entreprises, des recruteurs, de vous dire que ces sportifs-là, et dont tu fais partie, Margot, ils ont quelque chose en plus quand on les recrute. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de dire je me rajoute une année en plus pour espérer aller obtenir quelque chose, c'est vraiment qu'il y a une question de détermination. Il y a plein de soft skills à l'intérieur de ça. Donc, j'insiste auprès de ça et je profite du micro pour parler de ça. Maintenant qu'on a parlé de tes études, il y a un sujet important, tu l'as abordé à une ou deux reprises, c'est que là actuellement tu es blessé et moi j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé et comment tu aujourd'hui continues à garder en tête des objectifs, parce que ça aussi c'est la force des sportifs de haut niveau, c'est de dire je suis blessé et presque le lendemain ou le surlendemain je suis déjà dans l'idée de dire et après. Alors que nous, Français, on est souvent plutôt dans le côté on se lamente, etc. Quand je dis Français, c'est monsieur et madame tout le monde. Et c'est presque, je dirais, un peu américain, hein, ça, ce côté je rebondis tout de suite. Et vous, les sportifs de haut niveau, je trouve que vous l'avez. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé, puis nous expliquer ce que tu vis actuellement de ce fait-là? Oui, alors je me suis blessée à la fin de la saison 2022 Mhm. sur la dernière Coupe du Monde de la saison à Vezona en Suisse. C'était le dernier run d'entraînement avant de partir pour la course. Donc je fais un run, on est à 4 dans le run, mais je tombe toute seule. Je tombe sur une bosse. Je réceptionne très mal. Je me Mhm. souviens pas de la chute, en fait, j'ai perdu connaissance. Je me suis râpé tout le visage, je me suis cassé la hanche, je me suis luxé et cassé la hanche et je me suis cassé la clavicule. Du coup, j'ai été tout de suite transférée par hélico à l'hôpital de Sion, en Suisse. Là-bas, ils Mhm. m'ont remis la hanche et ensuite, je me suis fait opérer en France, 4 jours après, à l'hôpital de Grenoble. Et ensuite, en fait, comme c'est la hanche et que il faut rester alité parce il faut pas, enfin, on peut pas s'asseoir, et ben, j'ai été hospitalisée 9 semaines à l'hôpital de Grenoble, allongée, réapprendre à marcher, etc. Aller se brosser les dents, c'était la petite victoire de la journée. Euh, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, quand je suis tombée et qu'en fait je me suis réveillée, quand je me suis réveillée de ma chute, c'était sur les pistes, on était en train de me poser une perfusion de morphine pour que j'ai moins mal et je me suis tout de suite dit ah ok, je suis tombée, j'ai mal à la hanche, là c'est sûr c'est cassé et il m'a peut-être fallu peut-être 3 secondes pour me dire c'est pas grave, tu vas revenir et bon là on est à 10 mois de la blessure. Euh, j'avais repris cet été la préparation, la réathlétisation, la rééducation, tout ça. J'ai même refait du snowboard en septembre sur un glacier en Italie. Mais donc ça allait très très bien, j'avais pas mal. Je me disais, bon, bah, elle est plutôt facile cette blessure à la hanche. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs terribles à la hanche. Je me suis tapé une complication. Les médecins savent pas trop ce que c'est comme complication, mais voilà, c'est une complication. Et du coup, pour l'instant, il n'y a que le temps. Donc, j'attends de plus avoir mal. Il n'y a pas vraiment de traitement, à part des traitements antidouleurs. Et,
Et je suis juste en train d'espérer que la douleur parte le plus vite possible pour que je puisse retourner dans une salle de muscu et sur un snowboard le plus vite possible. Donc voilà. D'accord. Et j'ai vu quelques images parce que j'essaye de préparer un tout petit peu les podcasts. J'ai vu quelques images de toi en centre de rééducation dans les Landes à Cap-Breton. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette expérience? Parce que je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent malheureusement suite à des blessures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui sans rentrer dans le détail, hein, mais au moins ce que tu fais, parce que les gens, pareil, ne savent pas toujours comment se travaille une remise à niveau, hein, si on peut dire, et en tout cas une réparation du corps. Oui, tout d'abord, il y a les premières semaines post-opératoires où, Mhm. moi, dans mon cas, c'était réapprendre à marcher, etc. Et ensuite, donc, on part en rééducation. Donc, on fait du kiné, etc. Et quand on est assez en forme, on peut rentrer en réathlétisation. Donc, ça, c'est chaque athlète qui décide où ils font cette réathlétisation. Moi, je l'ai faite à Albertville parce qu'il y a tout un dispositif réathlétisation à Albertville avec les Mhm. kinés de la FFS, etc. qui sont, enfin, c'est vraiment top. Et en fait, en complément de cette réathlétisation, on peut partir en centre de rééducation. Donc moi, ça a été au centre européen, le CERS, le Centre européen de réathlétisation du sportif, Mhm. à Cap-Breton. Et en fait, c'est fait pour booster la réathlétisation, puisqu'en fait, on passe 3 semaines et on fait ça toute la journée. On fait ça 8h, 16h. Et, Wow. on voit aussi d'autres professionnels. On change un peu d'air, parce qu'aller tous les jours pendant 2 mois à Albertville, ça peut être un peu redondant à la fin. Donc, moi, j'étais vraiment contente que j'ai pu y aller parce que franchement, c'est vraiment très très bien fait. Mhm. Les kinés sont vraiment top. Les préparateurs physiques sont top. Ça donne une bouffée d'air frais. On rencontre plein d'autres sportifs de sport. Moi, dans mon cas, c'était beaucoup aussi de sport d'été. Du coup, c'est Mhm. vraiment des gens. Enfin, au final, on découvre plein de sports différents. Euh, et au final, le problème, moi, je rencontre en étant blessé, c'est qu'on est différent, on est blessé, on peut jamais rien faire comme tout le monde. On a le statut blessé et on est vraiment à l'écart, moi de mon groupe et à l'écart un peu de tout le monde. Et en fait, Mhm. quand tu arrives là-bas dans un centre de rééducation, tout le monde est blessé, donc au final, t'es pas différent, t'es juste normal finalement dans un centre comme ça. Et Bien sûr. mentalement, ça fait un peu du bien, quoi. Ok, et tu as raison, c'est hyper important de le dire, c'est que quand tu es autour de sportifs de haut niveau et autres et que tu vois dans d'autres disciplines, tu dis, bah, il y a d'autres personnes comme moi, donc ça permet de relativiser un petit peu. Et j'en profite quand tu parles de rééducation et de chute, en fonction des situations, bah, il y a plus ou moins des situations, je dirais, plus marqué, plus avec des conséquences plus graves. Et donc, j'invite les gens qui écouteraient ce podcast à aller écouter celui d'Axel Alétru, qui lui était un futur champion de motocross. Enfin, il était sportif professionnel. La chute a fait que il a perdu l'usage de ses jambes et on lui a dit tu ne remarcheras plus jamais. Et à force de volonté, il a réussi à remarcher aujourd'hui. Et donc, je vous invite à écouter son épisode. Mais c'est ce qui prouve aussi que quand on vous donne un diagnostic, soit on le prend et puis on dit bon bah voilà fatalité, ou alors on lutte contre. Et c'est un peu ce que tu as fait en étant directement sur les pistes, en te posant la question de qu'est-ce que je vais faire après. Et on sait que dans ton sport, si on prend l'exemple, je vais dire presque le plus connu, mais celui de Kevin Rolland qui fait du halfpipe, hein, si je me trompe pas, lui il a frôlé la mort Ouais, dans son accident et puis il a reparticipé au JO, au dernier JO, si je me trompe pas, il a fait sixième, c'est ça, oui, c'est si, ça, si ouais. j'ai pas de bêtises. Donc voilà, enfin c'est aussi une manière de dire, alors si vous êtes parent, vous pouvez vous dire, ah bah non, je vais pas mettre mon enfant dans ce sport, il peut se blesser. Il y a aujourd'hui, je pense malheureusement, aucun sport où on peut pas se blesser, mais ça fait partie de la vie, je veux dire, sinon on vit pas et on reste dans son fauteuil, mais même dans son fauteuil, on peut mourir d'un arrêt cardiaque. Donc voilà, il y a toujours, il y a toujours cet élément-là. Aujourd'hui, tu es dans une phase, et je referme donc la parenthèse, hein. Aujourd'hui, on est dans une phase, enfin, tu es dans une phase où
Je dirais, comme tu l'as dit, quand tu as repris cet été, tu étais dans le côté, bah voilà, la blessure, elle est réglée et tout. Là, on est dans un côté un petit peu, c'est juste le temps qui va faire la différence. Donc, tu n'as pas forcément d'échéances très concrètes. Comment tu vis ça et quelles sont les échéances que tu te poses pour dire, OK, je continue à garder le moral et je me fixe des objectifs quand même dans cette période-là un petit peu bizarre puisque tu dois attendre que la douleur disparaisse. J'essaye de me poser des échéances de temps, vraiment le moins possible. J'essaye de pas du tout penser au temps parce que si je suis déçue, parce que ça prend plus de temps que ce que je m'étais imaginé, ça va me plomber encore plus le moral et j'ai pas forcément besoin de ça. Donc, j'essaye juste de vaguement me dire, j'espère que ça va disparaître le plus vite possible. Déjà parce que j'ai mal et que j'en ai marre d'avoir mal. Et aussi parce que ne pas pouvoir faire son sport, comme je l'ai dit au début, quand c'est ta passion en elle-même, bah, c'est un peu difficile. Voir tous les week-ends à la télé les copains qui font des courses. Bah moi je suis très contente pour eux, mais moi j'aimerais aussi être à la télé du coup, enfin j'aimerais être aussi dans le border cross. Donc, c'est un peu compliqué cette période, forcément. Après, j'ai, ce qui m'aide aussi, c'est tous les exemples. Donc, Kevin Rolland, par exemple, en fait partie, parce que les médecins lui ont dit, tu feras plus jamais du ski de ta vie. Et il est allé au JO. Moi, mon chirurgien, quand il est venu dans ma chambre avant de m'opérer, il m'a dit, je peux pas te promettre que tu referas du snowboard un jour. Et j'en ai déjà refait depuis. Donc, c'est tous les exemples comme ça qui m'aident à me dire, on leur a donné que des feux rouges et le feu rouge, ils l'ont quand même fait passer au vert. Donc voilà, et comme aussi je disais, je pense beaucoup à si tu le veux, tu le peux. Donc à tout ce qui peut se passer dans la tête. Donc j'essaye de voir au maximum, même si je pense pas me définir comme quelqu'un de positif au quotidien. J'essaye de voir les choses le plus positivement possible. Donc aujourd'hui j'ai un peu moins mal, bah c'est une petite victoire. Aujourd'hui je peux lever la jambe un peu plus que ce que je pouvais il y a 2 semaines. Donc c'est une petite victoire. C'est tous les trucs du quotidien où tu essayes de voir des points positifs dedans. Ok. Avant de parler d'avenir et de terminer sur le podcast, une question par rapport à ton statut de sportif de haut niveau. Je sais que là, j'ai interviewé différents sportifs qui m'ont parlé de cette difficulté que quand ils étaient blessés, etc., ils pouvaient perdre ce statut de sportif de haut niveau. Donc certaines aides et surtout certains aménagements dans soit leur autre carrière professionnelle qu'ils ont à côté parce qu'il faut bien vivre, soit dans leurs études. Est-ce que toi, tu as eu ce genre d'informations? Tu sais pas, ça a pas d'impact pour le moment? Ça n'a pas d'impact pour le moment. Après, je sais pas comment ça va évoluer. Par contre, je sais que j'ai une de mes meilleures amies qui fait du ski alpin. Elle s'est cassé le tibia il y a 2 ans. Elle a eu 2 saisons blanches et elle n'a pas perdu le statut. Donc, en espérant que, bon, j'ai pas autant de temps d'arrêt, mais que je perds pas non plus le statut. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Ok, bon, il y a peut-être une spécificité avec le ski parce qu'on sait que malheureusement c'est un sport, enfin avec le ski, avec les sports de glisse en général et donc la Fédération française de ski, Mhm. où vous avez même à très haut niveau les croisés, etc. régulièrement, donc c'est peut-être une particularité. Euh, pour parler d'avenir, avant de parler de ce côté sport d'hiver, quelle vision tu as, etc., est-ce que tu t'es fixé, toi, des grandes échéances, sachant que quand on est blessé, c'est difficile, mais est-ce que tu t'es fixé une ou deux grandes échéances? Je sais qu'il y a les JO d'hiver en 2026. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête ou pour l'instant, tu te dis, je suis blessé, d'abord, échéance court terme, me remettre sur le snowboard? Bah, bien évidemment, il y a l'échéance court terme qui est de se remettre sur le snowboard et de revenir à là où je m'étais arrêtée. Et après, échéance long terme, oui, c'est les Jeux de 2026, mais c'est aussi, moi, les échéances, c'est les championnats du monde. Bah, du coup, je vais rater ceux de cette année, mais me qualifier et faire du mieux que je peux au prochain en 2000, du coup, on est en 2023, en 2025. Euh, les échéances, c'est de participer et de faire une médaille au moins à tout ce que, à tout,
aux plus grands événements. Donc, je ne sais pas si je serai prête en 2025 ou en 2026 ou en 2027 ou voilà, mais c'est en tout cas dès que je peux être prête, euh, de faire du mieux que je peux pour réussir l'objectif de participer aux Jeux, participer au championnat du monde, tout ça. Ok. Bah écoute, c'est très très réaliste et je trouve ça vraiment bien cette capacité à dire je vais évoluer en fonction, je choisis le chemin vers lequel je vais aller. Mon dernier point et on en a parlé un peu dans l'intro, c'est de savoir un petit peu quelle est ta vision toi dans une situation actuelle où on parle beaucoup d'impact sur la planète, de l'écologie, etc. Et donc de cette raréfaction de la neige. Tu en as parlé, par exemple, par rapport au groupe qui a été s'entraîner au Chili pour aller chercher de la neige. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à tout ça? C'est sûr qu'il y a des difficultés avec la neige, surtout qu'on est un sport où notre tracé, pour construire un border cross, on a besoin de beaucoup de neige pour faire les virages relevés, pour faire les bosses, pour faire les sauts. On a besoin de beaucoup de neige et c'est sûr que depuis quelques saisons, on a des courses qui sont annulées à cause du manque de neige. On a des courses où elles ont lieu, mais on voit qu'il manque de la neige. Que le border, par exemple, il est un peu plus petit que ce qu'il aurait dû être parce que il manque de la neige. Donc c'est sûr qu'il manque de la neige. Après, au niveau de l'avenir, j'essaye d'être assez positive et de me dire que mon sport ne va pas disparaître parce qu'on va trouver des solutions. Soit la saison, au lieu de commencer en décembre, elle va commencer plus tard et donc se finir aussi plus tard. Soit ils vont trouver des solutions avec la neige artificielle, même si c'est pas idéal. Il y a quand même eu les Jeux à Pékin qui ont eu lieu. Je dis pas du tout que c'est un exemple et c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que c'est possible. Ils ont fait un border cross avec presque pas de neige. Euh, donc peut-être que l'avenir, ça va être de préformer en terre tous les border cross du coup, il y aura il y aura besoin de beaucoup moins de neige pour pouvoir le tracer. Je sais pas, mais j'espère, je crois au fait qu'on va trouver des adaptations euh, pour pouvoir continuer de faire notre sport. Bien sûr, je comprends. Juste une question justement qui vient avec ça, et puis et on en terminera après. Euh, la neige artificielle et la neige naturelle, toi qui as beaucoup d'habitude de glisse puisque tu as commencé à 3 ans, tu sens une différence? Il y a vraiment quelque chose de différent? Je ne maîtrise pas du tout, donc vraiment c'est une question de total novice. Oui, il y a une grosse différence. Du coup, je suis allée en Chine pour le test event des Jeux Olympiques, qui était en novembre dernier. Euh, j'ai vu vraiment la différence. C'est compliqué à expliquer, mais la board réagit différemment. Oui, c'est différent parce qu'aussi on n'a pas appris à rider là-dessus, c'est différent. Après, on s'adapte, hein, on est obligé de s'adapter. Tous les sportifs s'adaptent dans n'importe quel sport, donc nous c'est pareil et voilà. Ok, on va être un peu comme au tennis où quand on joue sur herbe ou quand on joue sur terre battue ou quand on joue sur dur, on a des sensations Oui, différentes et il faut s'adapter, il faut apprendre à... voilà, j'imagine, oui, parce que je fais pas trop de tennis, mais Pareil, j'imagine que c'est ça. non plus, mais bon voilà, pour avoir un peu regardé pas mal et tout et avoir compris la différence de rapidité de la balle et autres, bah, il faut se réadapter, il faut changer un peu son jeu et il y en a qui sont plus forts sur certains terrains que d'autres et là c'est peut-être, ce sera peut-être le cas au fur et à mesure, hein, ceux qui seront sur neige naturelle ou sur neige artificielle. Oui, voilà, Euh, c'est ça, mais ça nous arrive déjà quand parfois sur un hmm, border cross, la neige, elle est béton armé, elle est super ouais, dure et parfois, ouais. il a neigé la veille, donc c'est tout mou. Ou alors on est en fin de saison, donc c'est de la neige de printemps hyper humide. Donc on s'adapte déjà en fait au type de neige. Donc là, si on rajoute beaucoup de neige artificielle, bah, on s'adaptera aussi à rider sur de la neige artificielle. Ok, et donc je trouve que c'est une belle conclusion parce que c'est la preuve que dans le sport on s'adapte et donc là actuellement tu es en phase
réadaptation puisque ton corps malheureusement a subi une grosse fracture et ensuite aujourd'hui des complications, et que tu montres que faire du snowboard cross à haut niveau, ça demande de l'investissement par rapport aux études, par rapport à la préparation mentale aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, je trouve la conclusion intéressante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour terminer ? Est-ce qu'il y a un truc particulier là ? Il y a une échéance où tu te dis si déjà je peux ne plus avoir mal, ou est-ce qu'on peut te souhaiter de remonter sur un snowboard rapidement ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite ? Que ces complications disparaissent le plus vite possible, et que je remonte sur un snowboard et que je puisse reprendre ce que j'aime faire le plus au monde, et on peut me souhaiter que ça, que tout ce souci soit le plus vite derrière moi, et que je reprenne le snowboard où je m'étais arrêtée, là où je m'étais arrêtée le plus vite possible. Ok. Donc on n'hésitera pas, et t'hésiteras pas à nous partager sur nos réseaux sociaux, et nous on repartagera les images où tu vas mieux, et les images où tu pourrais reprendre la compétition. Ça sera avec grand plaisir. Écoute Margot, merci beaucoup. On a tenu le timing qu'on avait donné, donc je te remercie pour ce podcast, pour toutes les explications que tu as données, le fait d'avoir partagé avec une grande franchise ton vécu, tes blessures, ta situation. Je trouve que c'était un épisode très enrichissant, et le premier sur un sport d'hiver, un sport de glisse. Donc merci d'avoir ouvert le bal, j'espère que j'en aurai d'autres. Merci beaucoup à toi Fred de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui vont écouter, et c'était un vrai plaisir. Au plaisir. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.